Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Week-end. Sommaire de ce journal, démission de la présidente de la commission électorale au Malawi, Jane Ansa, est accusée d'avoir favorisé le président Peter Mutharika lors de l'élection présidentielle de mai 2019, élection qui a depuis été annulée par la Cour constitutionnelle et la Cour suprême. Déconfinement progressif en Tanzanie, les universités vont rouvrir dès le 1er juin. Décision prise par les autorités en raison de la baisse des cas de Covid-19 dans le pays. Le gouvernement qui espère également un redémarrage rapide des activités touristiques. Et le café éthiopien, l'un des plus réputés au monde, menacé par le changement climatique. Selon une étude récente, les rendements de la fève pourraient chuter de 25% dans les 10 prochaines années, en cause des épisodes de sécheresse de plus en plus fréquents. Elle cristallisait depuis plusieurs mois la colère de l'opposition et de la société civile au Malawi. Jane Ansa, président de la commission électorale, a finalement démissionné ce 21 mai. Ses détracteurs l'accusent d'avoir couvert des fraudes lors du scrutin présidentiel de mai 2019, élection qui avait abouti à la réélection du président Peter Mutharika et qui a depuis été annulé. Ashley Duprat et Philomentine. Victoire pour l'opposition et la société civile au Malawi qui milite depuis des mois pour la démission de Jane Ansa, directrice de la commission électorale. C'est désormais chose faite. Jane Ansa, la directrice de la commission électorale du Malawi, a rendu sa démission ce 21 mai. J'ai écrit à l'autorité qui m'a nommé pour l'informer que j'avais décidé de quitter mes fonctions. Jane Ansa est depuis des mois accusée d'avoir couvert des irrégularités lors du scrutin présidentiel de 2019, donnant victorieux le président sortant Peter Mutharika. Élection à la surprise générale annulée par la Cour suprême. Le président sortant Peter Mutharika a contesté cette décision rejetée par la Cour suprême d'appel. Et c'est bien cette institution qui est à l'origine de la résignation de Jane Ansa, cette dernière en faisant partie en tant que magistrate. Bien que la suspicion de connivence entre Jane Ansa et le camp du chef de l'État sortant subsiste, la démission de Jane Ansa pourrait, selon les observateurs, ouvrir la voie à des élections plus crédibles. C'est un signal fort dans le cadre d'une avancée démocratique. Il faut rappeler que le Malawi a une tradition de crise post-électorale. L'organisation d'une élection pareille prend en compte plusieurs aspects. La planification d'abord des opérations électorales, la supervision de l'inscription des électeurs de manière équitable, l'éducation des électeurs, l'accès aux médias. Tous ces préalables restent alors des préalables qu'il va falloir résoudre si l'opposition au Malawi souhaiterait avoir un scrutin équitable, pouvoir garantir alors une alternative crédible dans ce pays en tant que tel. La démission de Jane Ansa intervient à un mois du nouveau scrutin présidentiel ordonné par la Cour suprême. Initialement prévue pour le 2 juillet à venir, l'élection présidentielle a finalement été amenée au 23 juin prochain, et ce en dépit de la pandémie de Covid-19. La Tanzanie poursuit l'assouplissement des mesures restrictives qui avaient été prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie de coronavirus. Le gouvernement vient d'annoncer la réouverture des universités dès le 1er juin. La primaire et le secondaire restent pour l'instant fermés. Les autorités attendent également une reprise rapide de la saison touristique. Corinne Kamsefem. Déconfinement progressif en Tanzanie où les étudiants retourneront dans les amphithéâtres dès le 1er juin. L'annonce faite ce 21 mai par le président John Magufuli se justifie par la baisse des cas de coronavirus et l'augmentation des guérisons estimées au 21 mai 2020 à 183 cas. La décision du président tanzanien suscite plusieurs réflexions. La première et la principale étant celle de savoir si la supposée baisse des malades du coronavirus en Tanzanie est réelle. Réelle parce que nous savons que les États africains, à défaut d'affronter avec efficacité les pandémies, se livrent parfois, faute de politique de riposte efficace, et bien se livrent parfois à la négation de ces pandémies sur leur territoire ou simplement à la manipulation des chiffres, à la réduction des cas pour éviter d'alarmer les populations internes ou la communauté internationale.
Cet assouplissement s'observe aussi dans les airs avec l'annonce de la reprise des vols charters en direction du pays dès le 27 mai. En outre, les autorités précisent que les touristes qui arriveront ne seront pas soumis à la quarantaine obligatoire de 14 jours tant que leur prise de température ne montre rien d'inhabituel. La décision du président tanzanien semble être courageuse car tend à sauver l'économie tanzanienne, mais cette dernière doit être entourée des mesures d'accompagnement qui s'imposent pour éviter le pire, et ces mesures commencent sans doute par éviter de faire la politique de l'autruche face au Covid-19. D'autres secteurs comme le sport bénéficient aussi de la levée des mesures restrictives. Selon le président Magufuli, les regroupements auraient la capacité d'augmenter l'immunité des populations, d'où la décision de reprendre les activités sportives dès le 1er juin, et ce sans ségrégation aucune sur le type de sport. Et les conséquences économiques de la pandémie de Covid-19 au Nigeria, les mesures de riposte face à la propagation du virus ont fortement impacté le tissu industriel et notamment l'industrie agroalimentaire. Une industrie déjà fragile et qui ne parvient pas à répondre à la demande locale. Nathalie Mo. Face à la perturbation du flux de ces importations, le Nigeria doit repenser son économie. La Banque centrale nigériane invite les industries locales à se tourner vers la transformation de produits agroalimentaires. La pandémie de Covid-19 a accentué la dépendance du Nigeria aux importations d'aliments. La majorité des industries locales sont liées au secteur pétrolier et le secteur pétrolier connaît actuellement une dégringolade du fait de la baisse des coûts du pétrole. Le pays n'a pas une autre alternative que de transformer ces industries énergétiques en industries agroalimentaires. Le gouvernement s'attend à ce que l'économie se contracte de 3,4% cette année car les mesures visant à éviter la propagation du coronavirus ralentissent l'activité économique qui souffre déjà de la faiblesse de son tissu industriel. Le gouverneur de la Banque centrale, Godwin Emefiele, a exhorté les entreprises nationales à soutenir les efforts de croissance économique. Pour réussir la reconversion vers le secteur agroalimentaire, le Nigeria doit d'abord changer ses politiques très axées sur la production pétrolière, la production énergétique, pour les transformer en des politiques axées sur l'encouragement agricole, la transformation des produits agricoles. Les besoins en financement du Nigeria ont été décuplés par les conséquences économiques de la crise sanitaire de Covid-19. Toutefois, le gouverneur de la Banque centrale nigériane a indiqué que les réserves s'élèvent à environ 37 milliards de dollars, assez pour soutenir l'économie et poursuivre le rapatriement des dividendes dans le pays. Autre pays et autre secteur à pâtir des effets de la crise sanitaire, la pêche artisanale au Sénégal. L'état d'urgence a ralenti les activités, un ralentissement auquel s'ajoute la fermeture des frontières et donc l'impossibilité de poursuivre les exportations. La pêche, c'est pourtant 16% des recettes nationales d'exportation du Sénégal. Amenedji. C'est dans un contexte d'incertitude auquel s'ajoutent des difficultés d'accès des pêcheurs artisanaux aux licences de pêche des pays de la sous-région que surgit la maladie du Covid-19. Le secteur halieutique, pilier de l'économie nationale, se retrouve ainsi frappé par la fermeture des frontières, limitant entre autres les exportations. Ça représente quand même un manque à gagner parce que c'est un système qui est fait de sorte que l'essentiel de ce qui est pêché est exporté. Et donc c'est des rentrées de devises, c'est des points de PIB et c'est 600 000 emplois. Quand vous savez qu'un emploi fait vivre 10 personnes, vous imaginez à combien de personnes vont être impactées négativement par cette crise de coronavirus. Représentant 16% des recettes d'exportation nationales en 2018 et l'une des principales rentrées de devises étrangères, les acteurs de la pêche artisanale au Sénégal, dépendant des banques pour financer les intrants, avaient déjà contracté des prêts à rembourser avec ou sans campagne de pêche. Ainsi, leur vie se retrouve hypothéquée par le Covid-19. Le marché local aujourd'hui, il est saturé parce qu'il
qu'il y a beaucoup de poissons, donc les prix baissent et le marché local n'arrive pas à prendre le poisson. Et puis bon, forcément, les exportations avec les différentes interdictions, ces différents confinements font qu'aujourd'hui, il est impossible d'exporter. Comment ces pêcheurs vont s'en sortir? Vous savez, il faut qu'ils réorganisent la pêche au Sénégal. Les menaces, c'est surtout par la surexploitation et les licences de pêche qui sont données à des bateaux très très importants qui récupèrent l'essentiel des poissons. Ils obligent les pêcheurs à aller très très loin. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, ils sont obligés d'aller en Mauritanie. Les Mauritaniens ont su préserver le poisson, ce que les Sénégalais n'ont pas su faire. L'arrêt des exportations par voie aérienne a frappé les sociétés d'expédition des produits frais vers l'Europe. Une baisse globale des chiffres du secteur due au bouleversement des systèmes de mareyage interne, d'acheminement et de répartition des produits halieutiques. Dans le reste de l'actualité, l'Éthiopie, berceau du café arabica, pourrait voir sa production chuter ces prochaines années. Selon une étude récente, le pays devrait connaître des épisodes de sécheresse de plus en plus fréquents, des aléas climatiques qui menaceraient directement les rendements de la filière café. Victoria Sedji. En Éthiopie, la filière café sera l'une des plus éprouvées par les impacts du changement climatique. D'ici à 2030, les rendements de la fève pourraient se contracter de jusqu'à 25%, révèle une récente étude du cabinet de conseil McKinsey. Cela sous l'effet d'une chute des précipitations et de vagues de sécheresse. Et pourtant, la fève fournit 25% des recettes d'exportation du pays. La baisse de rendement va menacer la place de l'Éthiopie sur le marché mondial, étant donné que lorsque on est dans une activité économique, il faut rester compétitif. Et la compétitivité, c'est garanti et c'est défini par la capacité à fournir en temps réel les quantités de produits pouvant satisfaire la demande et à des prix pouvant défier toute concurrence. Il faut craindre. Cette étude n'est pourtant pas la première du genre. Depuis 2017, des équipes de chercheurs internationaux ont produit des rapports sur les dangers qui guettent le café éthiopien, l'un des plus appréciés sur le marché mondial. Ces chercheurs craignent en l'occurrence un rétrécissement des zones favorables à la production. Afin de sauver cette filière café, les autorités et chercheurs éthiopiens doivent lutter d'abord contre les causes réelles du changement climatique, en essayant de limiter au mieux la déforestation et mettre en place une politique de reboisement utile, comme par exemple la vulgarisation des techniques agroforestières. Et qui dit technique agroforestière dit l'association des arbres à la culture du café. Avec ce qui pourrait s'apparenter à une catastrophe, des millions d'Éthiopiens pourraient se retrouver au chômage, puisque la filière café emploie directement ou indirectement plus de 15 millions de personnes. Des millions de dégustateurs internationaux de ce précieux café pourraient aussi en être privés. L'Éthiopie étant le premier producteur africain de la fève et le 5e au niveau mondial. Le Kenya vient de bénéficier d'un prêt de 131 millions de dollars du Fonds international de développement agricole, un financement destiné au programme de développement de l'aquaculture dans le pays, le Kenya, où l'écart entre la demande en produits aquacoles et la production ne cesse de se creuser. Nélikla Debessa. Le secteur des pêches et de l'aquaculture kényan présente un grand potentiel. Le secteur a bénéficié d'un appui de 131 millions de dollars du Fonds international de développement agricole, FIDA. Le financement au profit du programme de développement de l'aquaculture du pays soutiendra les activités d'amélioration de la productivité des exploitants aquacoles à travers la fourniture d'aliments pour poissons et d'alevins de qualité ainsi que le renforcement des capacités techniques. Un investissement qui permettra à l'industrie du poisson de contribuer au renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle au moment où le pays traverse la pandémie de coronavirus. Ce financement est nécessaire dans la mesure où il va permettre de soutenir les activités d'amélioration de la productivité aquacole, d'améliorer la capacité technique de production et augmenter la taille de leur cheptel et arriver à pouvoir satisfaire une demande locale de plus en plus supérieure à l'offre. Il doit aussi permettre d'installer dans une première phase des mini-usines de transformation de poissons dans les comtés de Nyeri, Meru, Kirinyaga, Kakamega, Amambai et Migori. L'initiative compte contribuer à l'émergence d'une filière aquacole commercialement viable au Kenya dans l'optique de la réduction de l'écart grandissant
entre la demande et l'approvisionnement domestique. En effet, alors que les besoins sont évalués à 600 000 tonnes par an, la production locale, qui provient principalement de la pêche continentale et de la pêche maritime, n'atteint que 150 000 tonnes. Pour garantir la durabilité d'une telle initiative, un accent doit être mis sur le marché. Il faut non seulement sensibiliser les consommateurs kenyans sur la nécessité de consommer les poissons des étangs, mais il faut aussi éviter, par le contrôle des importations, que les poissons importés ne fassent obstruction à l'émergence d'une filière aquacole locale. Les produits issus de ces usines aquacoles doivent être à la bouche du consommateur kenyan le plus pauvre et surtout être de qualité irréprochable. Actuellement, le Kenya produit annuellement 140 000 tonnes de poissons, mais affiche un déficit de 250 000 tonnes. En 2018, le pays a importé 22 362 tonnes de poissons pour 16,4 millions de dollars depuis la Chine, selon les données des autorités. Et puis, décidément, triste année pour la musique africaine. Le continent perd de nouveau l'une de ses légendes. L'artiste guinéen Mori Kanté est décédé ce vendredi à l'âge de 70 ans. Celui qui était surnommé le griot électrique a été un pionnier de la musique mandingue, virtuose de la kora. Il était passé à la célébrité internationale dans les années 80 avec son tube planétaire Yeke Yeke. En 2012, il avait sorti son dernier album intitulé La Guinéenne. Le président Alpha Condé lui a rendu hommage, saluant un parcours exceptionnel, exemplaire, une fierté. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.